Comme un mauvais film, Marseille... Des tirs en plein Marseille et des enfants au sol. Tir au fusil d'assaut, une arme de type Kalachnikov. Les personnes visées avaient entre 14 et 16 ans. La seconde ville de France est la plus meurtrière. J'entends juste des brides. Ryan Kalash. Et là, t'as ton cœur qui se ferme. Nous devons regarder en face ce qui se passe. Les enfants meurent dans notre vie. La première chose qu'on pouvait lire, c'était un jeune de 14 ans déscolarisé, connu des services de police. À Marseille, dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est mort par le narcotrafic. Chaque semaine, Madame la Première ministre, je marche dans le sang. Je marche vraiment dans le sang. Nos gosses meurent gratuitement. C'est là où il nous dit elle est en état de mort cérébrale. Vu le nombre de balles qu'elle avait pris, c'était pas possible. Ils ont été voir maman, ils m'ont dit « Je suis désolée madame, votre fils il a été pris dans une fusillade ». On lui a fait la promesse de faire arrêter ces assassins. Ça c'est notre combat. L'État a une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans nos quartiers. Parce que la justice, on l'a pas, nous classe nos dossiers. Au 11 octobre, ça fera 4 ans, on n'a pas avancé dans la justice, t'imagines ? Nous demandons de la considération pour les victimes, de la considération pour les familles et que la justice nous soit faite. Nous sommes des citoyens à part entière et nous méritons la considération de nos institutions. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Je crois que c'est un combat à vie maintenant qu'on a pris. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter à part la mort. Cette vidéo, elle est un peu spéciale. On a décidé de diffuser un documentaire indépendant réalisé par Michael Jans, monteur et fondateur du collectif Nawak, et Étienne Bonneau, un journaliste indépendant. Pendant 2 ans, ils ont suivi des familles victimes du trafic de drogue à Marseille. Dans ce film, vous allez suivre le combat de 3 femmes, membres du collectif des familles de victimes. Karima, une avocate, qui se bat pour la mémoire de son frère Zahir. Il a été tué à 47 ans, le 4 août 2016, à la cité La Paternelle. Laetitia, la tante de Ryan, tuée à seulement 14 ans en 2021. À l'époque, il avait été présenté comme un guetteur dans certains médias alors qu'il était une victime collatérale de plus. Il y a aussi Atika, la tante de Sarah, tuée en 2020 après avoir reçu plusieurs balles à l'arrière de la voiture où elle était. Quel que soit le profil de ces victimes, ces femmes se battent pour stopper l'hémorragie sanglante qui touche Marseille. On parle de 17 morts dans la cité phocéenne en 2025, après une année record avec 49 morts dans les Bouches-du-Rhône en 2023. Ce documentaire, il n'avait pas de diffuseur, mais sur Street Press, on a décidé de vous le proposer gratuitement. Pour nous, c'est important que ce type de sujet existe sur YouTube. Alors n'hésitez pas à le partager et si vous le pouvez, à soutenir Street Press. Ryan, c'est le fils de ma grande sœur Nora. Et moi, je suis la tante, donc je suis la petite sœur de Nora, la maman de Ryan. Ryan, c'était un fanat de voitures et de motos, surtout de motos. Le champion du monde de moto, Valentino Rossi, c'était l'idole de Ryan. À un point qu'il se faisait appeler comme ça, en fait, même sur les réseaux. À un point qu'on l'a même marqué sur sa tombe, du coup. Et sur un cœur qui est sur la tombe, il y a le NR46. Parce qu'il a toujours été appelé comme ça et que c'était vraiment lui, quoi. Ce qu'il voulait faire, ouais, c'était de la moto, mais il a bien compris qu'il ne pourrait pas en faire son métier à part mécanicien. Donc après, il avait changé, il voulait faire ambulancier. Et on ne saura jamais. Je viens auprès de vous justement pour que vous puissiez m'expliquer comment je dois faire et comment ça se passe.
Vous pouvez me rappeler les faits, ce qui est arrivé à votre nièce? Je suis la tata de Sarah, qui s'est fait assassiner au Moulin de Mai, et elle est décédée de ses blessures le 13 octobre 2020. On n'a pas du tout été considérés comme des victimes, plutôt comme des personnes liées au trafic. Quand on a rencontré les policiers sur place, ils n'ont rien voulu nous dire. On arrive dans une étape de la procédure qui va être très longue, mais contrairement à l'enquête de police, vous ne serez plus face au silence, sachant qu'une instruction, ça dure en moyenne entre 3 et ça peut durer jusqu'à 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 ans que Sarah est décédée et je suis toujours en attente. En novembre 1941, l'unification entre le mouvement de libération nationale et le groupe Liberté est actée. Il est aussi décidé qu'il n'y aura plus qu'un seul journal, celui de l'équipe Freinet. Son nom, Combat. Ce titre fonctionne tellement bien qu'il devient bientôt non seulement le journal, mais également celui du groupe tout entier. Mon frère, il a été assassiné le 4 avril 2016 à la cité La Paternelle à Marseille. Les officiers de police ont tambourinné à la porte et nous ont annoncé le décès de mon frère. Ça a été un cataclysme. Le ciel s'est abattu sur ma tête, sur nos têtes. Depuis, je milite au sein du collectif pour obtenir la justice pour mon frère, mais aussi pour l'ensemble des familles de victimes. Parce que depuis 7 ans, moi, j'attends la justice, je ne vois rien venir. Et je suis à la fois en colère et dépitée de tout ce qui se passe à Marseille. Comme un mauvais film, Marseille se... 13 morts depuis le début de l'été dans des règlements de compte sur fond de trafic. 24 personnes ont perdu la vie. On est sur une année record. À 46, le nombre de morts cette année, elle est record. 47 personnes ont été tuées cette année, dont plusieurs adolescents victimes de... 3e arrondissement de Marseille. 2 jeunes femmes sont blessées. 2 individus sur une moto tirent à au moins 8 reprises avec un fusil d'assaut. Une nouvelle attaque à la Joliette, en plein centre-ville de Marseille. Cette fois, les tirs ont visé 3 adolescents. Le plus âgé n'a que 16 ans. Depuis des années, c'est comme un bourdonnement régulier, loin, dans les quartiers au nord. Puis le nombre augmente. Puis du nord, ça se rapproche du centre-ville. Une nuit, ça retentit à 2 pas de chez moi, vers la Joliette, sur le trajet d'école de ma fille. 3 adolescents sont victimes d'une fusillade, un seul survivra. 2 morts, 1 blessé, encore des chiffres pour leurs statistiques. On nomme ça règlement de compte. Nous-mêmes, nous nous persuadons que les comptes sont réglés et on continue à tourner la tête dans le confort de l'indifférence. On prend un mois pour organiser une marche blanche au départ de la Joliette. C'est là que je rencontre Karima, Laetitia et Attika venues nous soutenir, car elles ont également perdu des proches dans des tragédies similaires. Au sein de leur collectif de familles de victimes, elles nous disent que ce sont des assassinats, que toutes les victimes se valent, qu'il faut se rassembler pour sortir du silence. Lors de cette marche blanche, j'ai filmé ces 3 femmes. Avec Étienne, un ami journaliste, nous souhaitons les suivre dans leur combat pour la justice, les accompagner plus longuement, le temps d'un film. Je prends tout sous l'angle. Donc je m'éloignais et il s'avérait qu'il avait toujours raison.
Moi, je me rappelle Quand, que la c'était- première fois que j'ai fait du vélo, c'était avec lui. Ouais. J'ai appris à faire du vélo avec lui. C'est lui qui m'a appris. Elle a appris à conduire aussi. Il m'a appris à conduire aussi. On était là, on habitait là. Tu t'es garé, tu as défoncé la voiture. Sa voiture. Marche arrière. C'était sa voiture, on avait rigolé. Mais ouais. Il a toujours été protecteur. On a toujours été tous comme ça entre nous. On a toujours fait que des noyaux. Voilà quoi. C'était un fêtard, il aimait la famille, il aimait les amis. Puis il cuisinait super bien. Ah ouais. Il avait une pizzeria avant et voilà quoi. Ça, c'était son collègue de travail qui l'avait pris en photo sur ses derniers chantiers où on le voit, voilà quoi. Là, c'était au dernier voyage. C'est quand on a accompagné mon père pour se faire enterrer. Ouais. En Algérie, donc du coup, il avait profité. Il était venu. C'est fou parce que quelques années plus tard, c'est lui qu'on a accompagné se faire enterrer là-bas. Ouais. Donc c'est compliqué quoi. Et ça, c'était quand on l'a enterré. Ouais. Ça, c'est sa tombe. Avant qu'on revienne, on lui avait fait la promesse de faire arrêter ces assassins. Et c'était, voilà, on s'est mis tous les trois et on a fait les promesses qu'on se battrait jusqu'au bout. Ouais. Pour moi, elle reflète notre combat. Et voilà. C'est ça le combat. Ça, c'est notre combat. Je vais pas en avoir un autre, moi aussi, s'il te plaît. Merci. Le caoutchouc. C'est la vraie Capella qui parle. Avec l'accent marseillais. On s'est rendu compte au départ que c'était pour les dossiers de nos proches, mais on s'est rendu compte que c'était plus profond que ça. Donc il fallait aller vraiment au noyau. Faire visibiliser vos revendications pour espérer qu'elles soient mises en place. Vous, ça a été les tribunes, finalement les actions aussi de marche blanche. On a fait des tribunes, des actions, marche blanche, on a fait beaucoup d'interviews médias. On échange avec d'autres associations d'autres villes, notamment Paris ou autres. On nourrit notre expérience sur le terrain et on essaie de trouver des solutions et on les propose. C'est par rapport au récit qu'on a des familles. Voilà. Mercredi 18 août, moins de 22h, je reçois un coup de fil de mon fils. J'étais en train de manger chez mes amis. J'entends mon fils crier. Je comprends pas tout ce qu'il me raconte. Mais dans le truc, j'entends, on a tiré sur Ryan. Et là, je rappelle ma nièce, donc la grande sœur de Ryan. Et elle me décroche. Mais je comprends rien. J'entends un bordel. Je dis, Soso, tu es où? Et elle criait. Elle me dit, je suis en bas des marronniers. Mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, j'entendais, c'est le monde. J'entendais du monde, en fait. C'est le brouhaha du... Quand tout le monde parle, en fait. Ça fait le bordel. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pendant que je lui pose cette question, j'entends ma mère pleurer. Je perçois les cris de ma mère. Et là, je me dis, oh, vous êtes où, là? Et j'entends juste des brides. Ryan, Kalash. Et là, t'as ton cœur qui se ferme. Ah ouais. Moins d'une heure après, j'ai appelé tout le monde toutes les 5 minutes quand il me répondait. J'ai mon fils au téléphone qui me dit ça y est, on est à Nord. Nora, elle est rentrée dans le box avec mamie. On attend. J'ai ok, mais ils vous ont dit quelque chose, les médecins, mais qu'ils allaient l'opérer, mais on n'a pas tout compris. Et pendant que je lui parle, j'entends le hurlement de ma sœur. C'est même pas... On habite dans les quartiers nord, comme des milliers de personnes. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas des gens bien. Et faut quand même comprendre qu'on est une famille, à l'heure d'aujourd'hui, endeuillée, qu'on a perdu un enfant,
et que ça serait bien que les gens se mettent un peu à la place des autres et ne salissent pas la mémoire d'un enfant de 14 ans. C'est ma première prise de parole par rapport à ça. Parce que la première chose qu'on pouvait lire, c'était un jeune de 14 ans déscolarisé, connu des services de police ou défavorablement. Alors toi, tu es là, tu rentres demain matin, déjà la première chose que tu vois, c'est la flaque de sang qui n'a pas été nettoyée. Tu es dans un autre monde, mais vraiment, tu as l'impression de vivre dans un monde parallèle. Tu es là, sans être là, tu regardes, tu vois des choses passer à la télé, on parle du petit, mais tu sais qu'il n'est plus là, mais tu te refuses à admettre que c'est le cas. Et puis après, oui, Macron, quoi. Macron, lui, il a enterré le petit une deuxième fois, lui. Hein. Parce que nous avons tous été bouleversés quand un jeune garçon de 14 ans a été abattu. Et évidemment, la réponse est sécuritaire. Mais la réponse, elle est aussi éducative et familiale. Parce que ce qui est insupportable, c'est qu'un jeune garçon de 14 ans se retrouve hors de l'école à faire ce qu'il était en train de faire. Ça sous-entendait que Ryan était impliqué dans des trafics et qu'il n'avait pas de famille derrière, en gros. Ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire au-delà de la mort du petit, au-delà du traumatisme, de la manière dont il est mort. Vraiment, je le dis, hein, le poids des mots et des phrases que certaines personnes ont pu dire, ça a le même impact que les balles, quoi. Vraiment, ça fait aussi mal qu'une balle, quoi. Ça fait aussi mal qu'une balle. Avant de commencer ce film avec Michael, je mesurais pas toujours le poids de certains mots. Dans mes reportages, je résume une fusillade en 2 minutes, et le lendemain, je passe à autre chose. Alors là, je voulais prendre le temps d'écouter les familles de victimes. Au fil des échanges avec elles, je prenais conscience de ma responsabilité en tant que journaliste. Des expressions qu'on utilise. Règlement de compte, connu des services de police, impliqué dans le trafic de stupéfiants. C'est quoi le sous-entendu? Ils l'ont bien cherché? Ça fait aussi mal qu'une balle. Cette phrase résonnait dans ma tête. Je me rendais compte aussi de l'impact des images. Quelques mois après mon arrivée à Marseille, j'ai dû faire un reportage sur l'assassinat d'un gamin de 18 ans. Le midi, au JT, l'image diffusée, c'était son corps, recouvert par un drap blanc. C'est un habitant du quartier qui a retrouvé le corps en se rendant au travail ce matin vers 6h30. Le jeune homme tué par balle était âgé de 20 ans. Il aurait été tué sur fond de trafic de stupéfiants. Tout à l'heure, les riverains m'affirmaient n'avoir rien entendu, aucun coup de feu, mais tous me confiaient leur désarroi face à la situation du quartier. La police judiciaire était sur les lieux jusqu'à 11h ce matin. Moi, je sais que la dépouille de mon frère, elle était recouverte d'un drap et on voyait ses pieds. Et on voyait un peu le bout de ses cheveux. Et je sais qu'on se faisait interviewer derrière cette dépouille. Ça passait en grand écran sur une émission de télévision. Ça m'avait choqué de voir cette image. Et à chaque fois, on reprenait cette image comme si c'était l'image choc des pieds de mon frère au sol. Désormais, l'ultraviolence s'assume et s'exhibe. Comme dans le sud de la France, certains des assassinats sont même filmés. Entre les barres d'immeubles, un dealer a été abattu l'été dernier. Les habitants du quartier ont filmé la scène. La cité roulerait pour la DZ Mafia. Est-ce que tu les avais vus, ces reportages? C'est hyper Je ne les ai violent. pas tous vus, j'en ai vu certains. C'est des images que j'arrive pas à voir. Ouais. Je sais qu'on nous avait sollicité pour intervenir dans un de ces reportages et qu'on avait longuement débattu sur le fait que s'ils devaient montrer des scènes d'assassinat, on partie serait plus bas. Parce que c'est quelque chose qu'on combat en fait. Nous, on estime qu'il n'est pas nécessaire de montrer l'assassinat, le sang, du fer dans le Glock pour montrer la violence. C'est vraiment du voyeurisme. Plus que de l'information, c'est faire du spectacle gore et se dire qu'on va attirer du public, que des jeunes vont voir ça. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est pour informer, j'ai pas l'impression que c'est pour dissuader. En voyant ces images, moi, ça me fait aussi penser aux pratiques journalistiques que j'ai eues et où je me rends compte que il y a cette volonté de faire du trash, comme tu dis, d'aller dans le morbide, et que les familles sont constamment pas présentes, absentes en fait de ces reportages-là. Et d'ailleurs, c'était le cas quand moi je couvrais ou je couvre des assassinats en tant que journaliste.
Très souvent, les familles, on ne les entend pas, on ne les voit pas, soit parce qu'elles ne sont pas sur place, soit parce que c'est compliqué d'aller les voir avec une caméra, un micro, alors qu'elles sont sous le choc, elles viennent de perdre un proche, et voilà. Mais c'est aussi pour ça que c'était important pour moi de faire ce film, c'était de dire on va parler de ces drames autrement, on va parler non pas des assassins ou des choses, des images chocs, des images brutales, mais plutôt des familles et de qui sont ces familles, quoi. Pas encore de date de procès. Et donc voilà, je suis toujours en attente. Pardon? Ta première marche. Ouais. C'est tout juste si on avait. Ah non, non, j'en avais pas parlé la première marche. On avait galéré pour vous convaincre à venir et tu voulais pas dire le nom. Ouais. Tu voulais pas qu'on la cite. Mais pourquoi je voulais pas qu'on la cite? Ben oui, parce qu'on l'a salie. C'est ça. On l'a salie. Alors que nous, on voulait, ça revient à ce que tu disais. Nous, on voulait humaniser nos victimes et on voulait montrer qu'il y avait un chagrin, qu'il y avait des familles en souffrance à travers tout ça et ce qu'on occulte en fait trop souvent. Et moi, je me rappelle que tu es venu me voir sur le parvis du palais de justice. Et tu m'as dit, vas-y, dis le nom. Et je lui ai dit, non, tu m'as pas autorisé parce qu'en plus, on était tellement à cheval qu'il fallait une signature des familles parce qu'on avait tellement peur de... Et tu m'as passé le micro. Voilà, et je t'ai passé le micro et je t'ai dit, vas-y, cite le nom de ta nièce. De ta nièce, c'est vrai, toute contente de le dire. Et c'est la première fois que tu as prononcé le nom de Sarah sur le parvis comme une victime. Moi, je me rappelle, ça a été très touchant cette marche. Et t'as vu comment j'étais Ah ouais, tu étais toute tremblante. Mais c'est quelque chose qui fait partie. C'est ça qui a fait le démarrage que... Voilà, ouais, mais ça a été une sacrée évolution. Ça agit sur les futurs. L'encre coule sur le papier, les journaux conservent le même en tête, sur les gros titres toujours les mêmes, pendant que la police falsifie l'enquête. On va faire un tour en dehors de tes clivages, dans la rue c'est la guerre, la police tue pendant que t'admires le paysage. Ton politique a la narine pleine, tu critiques ceux qui crient aha. T'attends que Marine vienne et discrimine Black Blanche du Farabe. Tu juges jusqu'à l'origine, mais t'en oublies les tiennes. Tu glorifies la France sous Pétain pendant que ces crétins se revendiquent RN. Pour régner, tu divises, mets des visages sur des cibles, tire sur les civils. S'ils ne s'entretuent pas si vite. T'es la main gantée, le flingue qui va hanter ce gamin, parce que son grand frère ne verra pas le matin, ni son voisin rentrer. C'est la balle qui fauche un môme, les larmes d'une pauvre daronne, la drogue dans une sacoche à laquelle les costards s'accrochent. Alors ça fait monter les enchères et tu glorifies les flics, ceux qui battent en retraite si la victime n'est pas de la bonne ethnie. On se fait justice par nous-mêmes, on n'attend pas que le marteau résonne, on se soutient, on s'entraide pendant que tu politises les morts. Ce n'est pas un sombre décor, c'est nos halls, nos ruelles, où la police assassine et où s'entretuent nos frères. On ne ferme pas les yeux, on tient et on se relève. On remet en question le système, on anticipe et lutte toujours le poing en l'air. Ce ne sont plus des ombres, on les grave sur les murs. C'est Ryan, c'est Sarah, c'est Redouane, Caïs, c'est Sabrine, c'est Hugo, c'est Zied, c'est Bouna, c'est Naël, c'est Adama, c'est Ibrahim, Mohamed, Abdelkarim, Eyman, Edji, Nathaniel, Mehdi, Jalil, Virgile. C'est pas des putains de chiffres. Il y a Michael qui n'a pas encore pris la parole, il s'est présenté. Je fais aussi partie du collectif des parents et habitants de la Joliette. Et d'ailleurs, tu filmes aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, moi j'ai vu le collectif des familles dans les médias, j'ai tourné la tête aussi à un moment, et quand c'est arrivé vraiment à la Joliette, c'est là où je me suis dit, mais merde en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Marseille, comment on peut se regrouper, comment on peut se dire qu'il y a des endroits à Marseille où ça peut se faire, et nous on peut vivre tranquille de ce côté-là. Il y avait certaines proches des familles de victimes qui se demandaient
Ah ben, on va faire une énième marche, encore une fois. Donc c'est vrai que c'est à la fois utile et nécessaire et à la fois on a l'impression que ça se répète dans une forme de rengaine, funeste. On voit quand même qu'il y a quand même une prise de conscience qui a été faite ces dernières semaines, que ce soit au niveau des habitants, que ce soit au niveau, même des élus, hein, parce qu'il faut quand même souligner que monsieur Payan, la prise de parole là qu'il a prise, pour les fusillades, à Marseille, c'est la première fois qu'un maire en parle officiellement, lors d'un conseil, municipal. Il y a quand même des choses qui ont été notifiées noir sur blanc. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui a eu lieu. J'espère que ça va perdurer sur du long terme. Aboutir à quelque Voilà. chose, hein. Parce qu'après, c'est bien d'en parler, mais il faut Agir. faut acter, quoi. Faire ton pantalon vert avec tes cheveux, hein. Une d'un côté, l'autre de l'autre. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. C'est une marche pour les assassinats à Marseille. Bonjour. Ça, c'est une marche pour les personnes qui se sont tuées à Marseille la semaine prochaine. Ça marche, merci. Merci à vous. C'est une marche pour dénoncer les assassinats sur Marseille qu'on organise la semaine prochaine. Pourquoi il y a plein de drapeaux français partout? Mais parce que la justice, on ne l'a pas, nous, ils nous classent nos dossiers. Et j'estime que je suis une citoyenne comme n'importe qui et que je veux une justice équitable pour mon neveu qui a été tué aussi, quoi. Ça marche. Voilà. Mais c'est bien que vous me posiez la question parce que beaucoup affilient ça au FN. Ah ouais, c'est pour ça. Mais je leur dis, mais pourquoi on n'est pas français, nous aussi Non, mais c'est pas... Non, mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, quand ils voient les drapeaux, que c'est un truc du FN. Je sais pas du tout. Quartier populaire, on tue nos gosses. Ça marche. Non, ok. Bon. Voilà. Merci. Bonjour, mesdemoiselles. C'est une marche qui dénonce les assassinats sur Marseille. Ah, c'est vous qui passez à BFM, vous êtes... Peut-être, ouais. La dame qui tue... De Ryan. De Ryan, ouais. Ils sont à Dieppe aussi. Eh ben c'est gentil, merci les filles, merci. Merci. Hein. Tu vois, c'est bien, hein, à force de passer à la télé, au moins ils te reconnaissent, ils t'identifient. Même si c'est la mort qu'on identifie, mais bon. Solidarité avec la Palestine et tous les opprimés. Ce qui est compliqué, c'est qu'elles sont enterrées en Algérie. Moi, quand j'étais née là, j'étais là-bas, je vois je vois tous les jours, je vais le voir ça tombe. Regarde ce que j'ai retrouvé. Je te souhaite un joyeux Noël. C'était quand on était au ski. Ouais, au ski. Je souhaite un joyeux Noël et une belle année. Tu te rappelles, c'était au ski avec Zora et tout ça. Il souhaitait beaucoup de choses dans la vie. Tout allait les partir. C'est vrai qu'elle aurait travaillé comme infirmière dans les hôpitaux pour les enfants, à la maternité. Ou même... Ouais, à la maternité. Moi, je la voyais vraiment dans ça. C'est ce que je lui dis. Elle m'a dit, ben justement, c'est pour ça qu'elle devait faire cette formation, pour voir si... Parce que quand ils viennent de naître ou ils sont nés prématurés, c'est un peu compliqué. Et je lui dis, est-ce que tu te sens capable de les voir comme ça? On avait parlé avec elle. Oui, on avait parlé. On parlait beaucoup de son orientation. Après, je lui disais, si tu vois que... Je dis, mais continue jusqu'au bac au moins, et après tu changeras. Mais on lui mettait la carotte, on allait aux États-Unis. J'avais dit, je te promets que si tu as ton bac, on va aux États-Unis. C'est vrai, Nanès? Je lui disais, oui, je te promets. On lui avait promis. On lui avait promis, on lui avait dit... Elle n'a pas eu le temps de finir. Elle n'a pas le temps d'y aller. Elle n'a pas eu le temps, on lui a ôté là. On lui a pas laissé le temps pour y aller. Ils lui ont pas laissé le temps de vivre, C'était une jeune fille qui avait la joie de vivre. Hein. Elle le voulait, son bac. Hein. Elle voulait arriver à son bac et c'est vrai que... Non, elle voulait vraiment travailler. C'était vraiment son objectif premier, c'est de travailler avec les enfants, quoi. Elle était folle des enfants. Aujourd'hui, quand tu regardes la réalité des choses, c'est devenu... on est au Far West. Banal. On est au Far West. On est au XVIIIe siècle. On note la vie et c'est normal. Aujourd'hui, à 14 ans, on te tue, on prend, on tire dessus, c'est normal. Ah, j'ai pas fait exprès. Tu trouves que c'est normal? J'ai pas fait exprès. Une excuse toujours. Non, mais c'est pas une excuse, mais c'est hallucinant comment on peut laisser faire. Et tu vois qu'on a alerté, et voilà, de plus en plus jeunes. Et il faut les aider, ces petits
c'est pas possible. Ben, il faut déjà les sortir. Regarde, on fait plus de fêtes ensemble, on fait plus de trucs, il y a toujours un manque. On essaie de remonter faire la pente. Non, mais on essaie de le faire le moins possible, justement, parce que... Mais c'est très dur. Voilà. Mais On c'est sait qu'il manque des personnes et... On arrive à 4 ans. Au 11 octobre, ça fera 4 ans. 4 ans, on n'a pas avancé dans la justice, t'imagines? Et on est dans l'attente. Nous sommes des enfants des quartiers nord. Nous sommes des enfants des quartiers nord. Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port. Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port. La 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 la. On n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas. Il y a un an, jour pour jour, on était là et on portait des cercueils, nous les mamans. On portait des cercueils pour alerter sur la situation à Marseille et sur la situation sur d'autres villes comme Perpignan et Grenoble. Et au bout d'un an, on s'est rendu compte que toutes nos revendications, elles sont restées lettres mortes. Nous avions demandé la priorisation sans délai du relogement des familles de victimes, surtout lorsqu'elles sont contraintes de vivre dans le même immeuble ou les quartiers que les assassins présumés de leurs proches. Il n'y a aucun soutien psychologique pour ces familles, aucun. Aucun. On les a laissés de côté, il n'y a pas de cellules, pas de médecins psychologiques capables de les prendre en charge. Le combat, il est aussi là. Nous demandons de la considération pour les victimes, de la considération pour les familles, et que la justice nous soit faite. Nous sommes des citoyens à part entière, et nous méritons la considération de nos institutions. Après, il y a ça, là. La chaussure. Ouais. Voilà. Déjà une. Alors, 18, 19 et 20 là-bas. Ouais, en fait, Aïcha nous a laissé un message en nous disant qu'il y a une dame qui l'a contactée, qui a perdu son frère il y a 7 ans et qui voulait participer à la marche et qui voulait s'investir avec nous. Donc on verra avec Aïcha, elle n'en dit pas plus, mais... C'est une bonne nouvelle. Écoute, c'est bien qu'on arrive à donner du courage à certaines familles de venir combattre avec nous maintenant. Franchement, c'est toujours bien parce que c'est un moteur, quoi. Enfin, c'est là où on voit que le collectif, les familles viennent de plus en plus vers nous, quoi. Toi, en tout cas, nous quatre, on est ensemble. Donc c'est le même. Après les journées, c'est en 2 temps. Ouais. C'est une matinée, tu fais un atelier, tu peux rencontrer diverses personnes. En l'occurrence, à Rome, on avait rencontré la journaliste qui est protégée par la police parce qu'elle a dénoncé des personnes de la mafia, donc elle est sous protection depuis 10 ans. Bienvenue le groupe Erasmus+, Casal, 6e Erasmus de Crimal, bienvenue à Rome. L'association Crime Halt organise un Erasmus+, un programme européen qui permet aux associations de se former partout en Europe sur des thématiques précises. Cette semaine donc, 25 Français vont s'enrichir de ce qu'on appelle ici l'anti-mafia sociale, des initiatives à la fois législatives et citoyennes qui permettent de contrer la mainmise de la criminalité organisée sur un territoire. Beaucoup de Corses, de Marseillais qui ont créé des collectifs anti-mafia. C'est très récent pour la France et c'est pourquoi ces citoyens ont besoin du soutien et de l'expérience italienne. C'est fou quand même de se dire ils sont rentrés dans une église et tuer un mec dans une église. C'est le summum de... c'est horrible. De la violence. C'est le summum de la violence. Et le tueur, c'était...
Ouais, le tueur, c'était qui? Non, c'est vrai, le tueur, c'était qui? Elle est jeune, elle vue. C'est pas mignon, quoi. Ci vediamo là. Dove stanno le altre? Le voglio salutare. Eccole là. Ce qui m'a touché, c'est que on se dit, mais même 30 ans, 32 ans, 34 ans après, mes proches en parlent, ils sont toujours autant touchés. Lorsqu'il a été tué, il y a une balle qui a traversé le corps et qui est venue se loger dans le mur. Ouais. Et vous avez vu, la salle, elle est toute refaite, elle est nickel. Et nous, on pense, on n'est pas... Que la balle, elle est toujours. Non, qu'il n'aurait pas fallu tout refaire, qu'il fallait laisser l'impact de balle. Je rappelle que par exemple en Sicile, il y a un entrepreneur qui a été tué pour avoir dénoncé la raquette. Tous les ans, on vient repeindre la tache de sang par terre. Ah, il y a la stèle, etc. Pour pas oublier. Si tu veux, là tu rentres dans la sacristie, elle est nickel. C'est pour un lieu de truc. Moi, il manque quelque chose. C'est trop fort. Voilà. Il y a un débat là-dessus. Gian Giacomo Ciazzo Montalto, a Salvatore Pollara, Mario Daleo, Giuseppe Bomarrito. C'è una delegazione di familiari di vittime innocenti francesi. Andrea Mormile, Luigi Caffiero, Antimo Gladiano, Gennaro De Angelis, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Nicolas De Simone, Jean Rivelli, Massimo Sisini, Sara Sadani, Abdelghani Sidali, Eric Masson, Kavtar Zeytoun, Ryan Beg, Fayed Madi, Sokaina Jean. A loro e a tutte le vittime innocenti che ancora non conosciamo va la nostra memoria e il nostro impegno. Oggi una... Perché lo fai, disperata ragazza mia, perché ti stai camminando mia, perché ti fai, perché ci fai del male, perché ce l'hai con te, perché lo fai, disperata ragazza mia, per te, per me, per noi. Mais y a rien qui t'arrête. Attends, j'ai pas fini ma chanson. Non, je suis à fond là. C'est pas qu'il faille. Mais tu l'as tué la chanson. Mais je m'en fous. Je suis une artiste en devenir. Mais il va pleuvoir, arrête, tu fais beau. Mais non, il peut pas pleuvoir. Mais si. Mais non, attends. Le manteau, je l'ai vendu, la veste.
Ryan, il a été parmi les premiers assassinats. T'inquiète. Mais ça, me dit Ryan. Hein. Non, les dossiers clôturés dans les premiers pour lesquels Et après, le payé les pots comportement cassés. qu'ils ont envers les parents, les familles, quand on dirait que c'est eux qui ont assassiné leurs enfants. Desserre celle du bas un peu. Voilà. Vous avez eu le sentiment d'être entendu, d'être écouté, Gilles. Oui, écouté, entendu, on a parlé sans langue de bois. Parfois, on a eu des discours opposés, mais on a échangé avec courtoisie. Et honnêtement, je pense que oui, on a le sentiment que la commission a compris ce que nous, on voulait faire entendre. Cette commission d'enquête, elle est née de Marseille, d'une certaine manière, des narcomicides. On a le compte-rendu d'une rencontre qui a été faite à Marseille avec les familles de victimes, avec des questions de gestion, notamment des mineurs. Il y a le sujet aussi de la priorité, j'allais dire, à l'exfiltration des quartiers pour ceux qui commencent à avoir des difficultés liées au narcotrafic. Donc c'est un sujet qui a été pris en considération et notamment grâce aux échanges que nous avons eus à Marseille. La proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, portée par un sénateur LR, Étienne Blanc, et un PS, Jérôme Durin, a été votée à l'unanimité au Sénat le 4 février dernier. Parmi les mesures qui font polémique, on retrouve la mise à l'isolement des détenus, mis en examen ou condamnés dans des quartiers spécialisés, le recours à la visioconférence pour éviter l'extraction de la prison de ces mêmes détenus, ou encore la possibilité d'accéder aux correspondances issues des messageries chiffrées. Il y a également cette question de mise en place du dossier coffre ou procès-verbal distinct qui pourrait bien faire son retour en hémicycle. Ça me fait plaisir de te voir, Nico, parce que je me souviens bien, c'est la première fois que j'ai rencontré Laetitia et le collectif des familles, c'était chez vous à la Ligue des droits de l'homme, sur l'organisation de la marche de la Joliette. Je ne sais pas si tu t'en rappelles un peu. Oui, je me souviens. Et vous étiez déjà en contact, en lien? Ça fait pas longtemps, hein. Mais c'est là où on s'est rencontrés. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Parce que les familles, elles nous avaient sollicité. En fait, ils n'avaient jamais organisé de manif, donc ils ne savaient pas comment faire. Nous, on a juste fait l'accompagnement, quoi. Et c'est là où, du coup, ils sont arrivés en renfort, en soutien, comme elles savent faire, le collectif de famille, quoi. Elles nous ont super aidés pour cette marche, pour l'organisation et tout. Sur la loi narcotrafic, moi, comme je dis, c'est la famille victime qui va parler, là. Faire une prison où on enlève beaucoup de droits à tous ces assassins, je suis pour. Après, alors, il y a des questions qui se soulèvent, comme on disait, le droit à la défense, certaines choses qui vont cacher, que la défense ne pourra pas servir pour protéger leurs clients. Mais après, j'ai envie de te dire, pour les assassins, j'en ai rien à foutre, quoi. Ouais, mais je suis franche. La LDH, elle défend l'état de droit. L'état de droit, c'est dans les limites. Tu vois, c'est-à-dire que le pouvoir politique, il doit être limité par des principes. Parce que sinon, en fait, on va se retrouver comme en 40 ou comme à d'autres moments où on va avoir un pouvoir tellement fort qu'il va pouvoir écraser les gens pour des raisons politiques. Et c'est là où il faut mesurer, je suis d'accord, il faut tempérer. Donc, à un moment, si on veut rétablir un peu l'équité au niveau des assassins présumés et des familles victimes, eh ben, moi, je pense que cette loi narcotrafic, elle contrebalance un peu le tout et ça rééquilibre un peu les choses. Vous pensez qu'il y a une instrumentalisation, une récupération du combat, de votre combat et du collectif des familles depuis 5 ans par ces politiques? Je suis pas politicienne, moi. Je suis pas élue. Je suis personne. Je suis Laetitia, petite femme de ménage lambda. Je fais limite leur boulot, parce qu'on va pas se le cacher. Parce qu'à mes heures du collectif, au même titre que les autres, je suis assistante sociale, je suis psychologue, je suis avocate. Et c'est pas mon rôle à la base. C'est pas mon rôle. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, attention. Mais à la base, c'est pas mon rôle. Donc, il manquerait plus que on vienne derrière me dire parce que on parle avec vous en tant que politicien ou en tant qu'élu, tu vas devoir faire ça et ça et ça. J'en fais, je pense déjà assez. Donc tu vas pas me récupérer à moi derrière. Voilà.
Et depuis le 8 août 1969, 675 trafiquants ont été arrêtés et une saisie spectaculaire de morphine base a été faite. 450 kilos, c'est là un grand succès. Brie-Sortefeu, c'est la cavalerie qui a débarqué hier soir à Marseille. Les Marseillais ont droit au même niveau de sécurité que l'ensemble du territoire national. Je me rendrai demain à Marseille afin d'examiner la situation et prendre les mesures nécessaires. Et à Marseille, c'est les moyens supplémentaires de police que j'ai annoncés, c'est notamment les enquêtes qui doivent se poursuivre, ne surtout pas baisser la garde. La délinquance recule de manière significative à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Je suis venu ici pour regarder si les politiques que nous mettons en place tous ensemble donnent les résultats attendus. J'enverrai 60 policiers supplémentaires pour montrer que dans ces quartiers, l'ordre doit pouvoir régner. Plus d'une dizaine d'effectifs sont arrivés dans ce quartier de Marseille. Il y aura d'ici le mois de septembre 11 magistrats à pied d'œuvre. Hier, Emmanuel Macron s'est offert une immersion dans la cité de la Castellane pour lancer son opération Place Net XXL. L'objectif, c'est rendre la vie des trafiquants, des dealers, impossible. 4000 policiers qui sont mobilisés. Des CRS, des unités territoriales et des équipes cynophiles. Appuyés par un hélicoptère. 10 opérations sont prévues chaque semaine en France. Après l'effet de surprise et l'effet waouh. Les saisies sont maigres, 22 kg de stupéfiants ont été trouvés en 2 jours. Mais 5 minutes après leur départ, des trafiquants ont installé de nouvelles barricades. Mais la tranquillité promise n'est pas revenue, selon ses habitants. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. C'est ça. Donc voilà, il a ajouté vert, la verre vert. Des verres. Pendant 1 heure avec Laetitia, on essayait de faire la séquence, de rappeler tout, et il n'y a rien qui est sorti. On aura retenu notre fouille. Mais bon, ça fait partie du job aussi. Pour montrer aussi qu'on travaille dans la bonne humeur. Cette année, l'année dernière, on a vraiment évoqué le nombre d'assassinats, les conséquences du narcobanditisme et compagnie, mais jamais, je ne crois pas avoir entendu débattre de la question de la légalisation. Pourtant, l'Allemagne vient de le mettre en place. Ça aurait pu être un sujet d'actualité en se disant est-ce qu'on en débat ou pas. J'ai l'impression qu'on a balayé cette question, qu'on l'a mis de côté. Moi, je me suis penché un peu sur ce que faisaient les autres pays, notamment l'Uruguay, le Canada, les États-Unis, etc., etc. Et la façon dont c'est impacté socialement, économiquement et sanitairement les populations dans le cadre de la prohibition et dans le cadre de la légalisation. Au Colorado, ils ne savent plus quoi faire des retombées de la vente. Ils savent plus quoi faire. Ils savent plus quoi faire. Parce que la vente des produits liés au cannabis était tellement forte. Plus de 400 000 $ de bénéfices, ils les ont distribués à des jeunes étudiants pauvres pour pouvoir mener leurs études. Le piège de la légalisation, c'est que finalement, ce soit, entre guillemets, les riches qui ont la capacité financière de fournir des fonds de commerce, de produire et compagnie, qui s'enrichissent encore plus. Ah oui, et le risque, il est là. Et donc, du coup, ça ne profiterait pas aux habitants des quartiers qui, eux, ont supporté le fardeau de ces trafics de stupéfiants. C'est le modèle économique. Et donc, il faut vraiment l'accompagner avec une obligation, que ce soit des jeunes des quartiers qui soient... pas totalement, mais au moins qu'ils soient à la gérance de ces points de vente et qu'il y ait du recrutement massif auprès de cette jeunesse. En France, on continue à laisser malheureusement les trafics gangréner les quartiers, les gens s'entretuer, etc., etc. Je ne dis pas que la légalisation, c'est la clé de toutes les... c'est la solution à tout, c'est la panacée. Jamais de la vie. Pour autant, j'ai dit, qu'est-ce qui vous fait, en dehors de l'aspect moral de la question, qu'il faut éluder quand on est un responsable politique, on ne fait pas de morale, on voit un problème, on le regarde en face et on essaie de trouver des solutions. Moi, je ne dis pas c'est bien, c'est mal, ça ne m'intéresse pas ça. Tu l'as dit, on le regarde en face. Exactement. Mais ils ne le font pas, malheureusement. Et, voilà. Et je redis encore une fois, l'État a une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans nos quartiers.
finis par voir un magistrat en 2023 qui me garantit qu'il ne classera jamais ce dossier, qui va lui donner une chance. Donc je suis encore optimiste. Mon frère assassiné 4 avril 2016, et je vois un juge pour la première fois en novembre 2023. Elle décide qu'elle va rendre une ordonnance de non-lieu. Et là, je suis furieuse, mais profondément furieuse. Et je me dis, mais on est des victimes sacrifiées pour lesquelles vous n'avez même pas jeté un regard, en fait. Vous ne vous intéressez pas à nous, vous disiez qu'on était victimes de règlements de compte qui réglaient leurs affaires entre eux. Moi, c'est pas comme ça que je voyais la justice. Aujourd'hui, je suis déterminée aussi à partager ma connaissance de ce que je connais sur le droit, sur le fonctionnement de la justice pour que les autres familles, ils agissent avant, en fait. Oui, le paramètre d'affichage, ok. Bon, alors attends, parce que là, j'enlève le câble. Il me dit exactement la même chose. Oui, dans le lecteur. Oui, ok. Ah ben, tu feras avec la souris, là. Non, ben c'est bon, Marianne, on a trouvé notre solution. Donc aujourd'hui, on a essayé d'organiser ce forum en présence de Maître Lanata pour permettre de répondre à vos questions, mais aussi d'aborder de manière synthétique et facile la procédure, pour que vous compreniez les étapes de la procédure pénale et que vous compreniez de manière schématique quels sont vos droits. Voilà, le but, c'est de vous expliquer un peu les points clés de la procédure pénale, pourquoi c'est si long et pourquoi malheureusement, au stade de l'enquête pénale, bien souvent les enquêteurs ne vous informent pas de vos droits. Ils ont du mal à vous considérer comme victime alors que vous venez de perdre un être cher. Et en tant qu'avocat, quand on intervient au stade de la garde à vue, on n'a accès à rien du tout. C'est pour ça que c'est très très long. Entre le moment où les personnes sont placées en garde à vue, elles sont mises en examen et éventuellement placées en détention provisoire, et le moment où le juge d'instruction commence enfin à organiser les auditions et les éventuelles confrontations, en fait à instruire, à charge et à décharge. Il est important de comprendre comment elle fonctionne l'instruction pénale parce que c'est là où vous allez être. En général, même si l'affaire, vous quittez l'enquête de flagrant délit, il y a forcément, même s'ils ont arrêté un suspect ou autre, vous passerez forcément en instruction. Vous me demandez, est-ce qu'il y a plusieurs juges d'instruction? Ils ne sont pas nombreux. Clairement pas. C'est pour ça qu'en fait, l'erreur que j'ai commise, c'est de pas exiger avoir la juge de suite, d'avoir été trop gentil avec elle quand elle disait qu'elle avait besoin de temps ou de souplesse pour prendre connaissance du dossier. Non, nous, on n'est pas là pour faire de cadeaux, on est là pour avoir des réponses. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous utilisiez vos prérogatives de victime. Vous êtes une victime collatérale de l'infraction, puisque la personne qui a été victime, c'était un proche. Donc vous avez le droit d'être entendu. Et voilà. En place pour notre cible. C'est pas beau parce qu'on voit. Donc mets un coup et tu vas voir la différence. Mais je sais, mais on a le temps. Ouais, oui. Voilà, la perfection pour Madame Karima Méziane. Maître... Désolée, j'ai le souci du détail. Oui, voilà, merci. Regarde, tu as parlé. Le souci du détail, hein, quand tu es suffisamment, quand tu as le temps. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais si, oh là là. Le stress, regarde. En ce moment, c'est même pas la peine, je suis trop stressée. Donc, c'est même pas la peine de me dire... La psy, elle m'a donné des antidépresseurs. Elle m'a dit qu'il faut les prendre tout. Vas-y, je les ai pris. Non, rien du tout. Allô? Oui, coucou. Coucou, ça va? Et toi? Ouais. On est fatigué, sous le rush, sous le stress. On n'a pas beaucoup de coups de main. Non, mais on n'a pas beaucoup de coups de main et c'est dur, ça devient lourd pour nous parce qu'on a des vies de famille aussi. Je vais leur dire, n'oubliez pas demain. On compte sur vous, c'est pour nous tous, pour nos morts. Donc il faut que tu rappelles le maximum de mamans, toi, Aïcha. Tout le monde veut une demi-heure, ça va pas être possible en fait. Ben là, moi là déjà, regarde, il faut qu'à 10h30, j'ai la radio. À 11h30, j'ai BFM. Après, il faut qu'on aille mettre les silhouettes et tout, donc je prendrai plus d'interviews jusqu'au départ de la marche. Hein. Et après, à 22h ou je sais pas quoi, j'ai encore BFM.
Mais c'est national alors. Oui. Et ils te veulent avant. Mais pourquoi les deux? C'est débile. Ben, parce qu'on n'a peut-être pas la même ressenti, je sais pas moi. Ils vont pas poser les mêmes questions, comme ça ils font du contenu, je sais pas. L'idée, voilà, c'est ça. Voilà, donc il y avait 49 morts, donc normalement il y a 49, et 123, mais j'espère que je les ai tous. Ben, tu enlèves celle-là, là, au milieu. Laquelle? Concernée, tous des types, et tu mets celle-ci, celle-là. 49 morts, 118 blessés, sans oublier les morts des autres années. Toutes les familles de victimes et leurs proches, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît devant? Les familles de victimes et leurs proches. Merci. Donc on va partir d'ici, on va prendre la rue de la République et la marche finira au Palais de Justice. Vous voulez être au milieu ou... Dans notre très belle ville, à l'heure d'aujourd'hui, des personnes meurent parce qu'elles vivent dans des quartiers populaires et se prennent des balles perdues. Ce sujet devrait intéresser tous les Marseillais et Marseillaises. Justice pour Sarah! Justice pour Sarah! Justice pour Sokaina! Justice pour Sokaina! Justice pour Kaouter! Justice pour Kaouter! Justice pour Djibril! Justice pour Djibril! Justice pour Kaïs! Justice pour Kaïs! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Les gens ne comprennent pas. Donc là, vous avez 49 silhouettes. Détermine en fait les 49 morts qu'il y a eu l'année dernière. Voilà, ça, ce sont des personnes, 49 personnes, donc 49 familles brisées. J'aspire à dire que quand ils meurent, on meurt avec eux. Ça veut dire que vous nous voyez sourire, vous nous voyez parler, mais on porte un masque. À l'intérieur, on est mort. Parce que quand on vous dit « Ah, cette année, ça va mieux, il n'y a eu que 17 morts », j'ai envie de vous dire, c'est 17 morts de trop. C'est 17 morts qui auraient peut-être pu être évités, parce que ça fait des années qu'on dénonce les assassinats. On lâchera jamais, on ne baissera jamais les bras, parce que nous, on ne croit pas que la guerre est perdue. Pour nous, la guerre n'est pas perdue. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est quoi? La justice pour nos proches! Justice pour tous! Il faut savoir qu'on est des bénévoles, mais pas de subvention, on n'a pas de local, on n'a rien. On marche avec le cœur, on a que ça en fait. Et pour le coup, ça a eu un impact énorme sur toutes nos vies de famille. Toutes. Combien tu dirais qu'il y avait? 500. 500? Ouais, c'est ça. Ok. À 19h. Ça prend le pas sur les gosses, sur le mari, sur... je veux dire, passer des nuits au téléphone jusqu'à des 2-3 heures du matin avec des mamans, à ne pas dormir, à renchaîner le matin pour aller travailler, être éclaté au sol, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense que ça nous a tellement touchés dans notre chair, l'assassinat de nos proches. Et puis après, la tristesse des autres mamans. C'est toute la semaine. Elle m'a dit quoi? Tous les jours de l'année, dans demain je vais... C'est ce que j'ai dit à Aïcha. Tous les jours on est ensemble et tous les jours elle me dit demain matin j'y vais. Elle me dit vendredi j'y vais pour faire le point. À un moment, si tu regardes les anciens reportages d'avant, avant ils faisaient quoi? Ils centraient le truc sur l'assassin. Donc sur une demi-heure de reportage, ils parlaient 20 minutes de l'assassin. Et les familles de victimes, elles étaient mises de côté. Tu as remarqué que de plus en plus, ils donnent de plus en plus la parole aux familles de victimes, parce qu'ils ont compris qu'à un moment, c'est bien bon de parler des assassins, mais les victimes, elles sont quoi dans l'histoire? Tu te rappelles un peu? De qui? La dame, on rappelle. Aïcha. Elle vaut mieux. Ouais. Voilà. Ça, c'est la présidente. Elle vaut mieux. Ça, c'est Laïla, c'est la maman de Caïs. Ça, j'ai déjà vu. Sa sœur, Aïcha. Oui, je l'ai déjà vue. Afida. Elle, sa petite, elle a été tuée ici. En 2017. Laïla, c'est le petit Caïs de 16 ans. Là, que je dis qu'on avait fait la marche. 2023. Oui, elle aussi, c'est Mathéo. C'était quelle date? 2023. Oui, Mathéo, il a fait des cas. Ah non, c'est pas le même jour. Elle, c'est le... Nous, c'est le 3 avril. Ouais. C'était où? Gusserine. Ça fait pas longtemps qu'elle y est Marie-Jo. Non, ça fait pas longtemps. Ouais, ça fait pas longtemps. C'est toi l'interrogiste. Ça a réellement débuté par rapport à la marche. Hein, oui, c'est ça. On s'est contacté un peu avant la marche. Oui. Qu'elle voulait savoir exactement qui on était, ce qu'on faisait. Voilà, on avait pris le temps d'en discuter au téléphone. Mais c'est à partir vraiment de là que... oui, que de temps en temps, après, quand je peux venir...
c'est Sarah, c'est Redouane, Caïs, c'est Sabrine, c'est Hugo, c'est Zied, c'est Bouna, c'est Naël, c'est Adama, c'est Ibrahim, c'est Abdelkarim, Zineb, Mohamed, Eyman, Edji, Nathaniel, Edji, Janice, Virgile. Allez, tout enchaîner. Je déteste passer sous ce tunnel. Ah ouais. Parce que c'est le dernier trajet qu'a fait mon frère. C'est compliqué parce que je sais qu'il est passé par là et à chaque fois que j'y repense, je me dis c'est l'une des dernières choses qu'il a vues après. Ça fait que ça a un petit côté dur, quoi. La petite table, Ce sera bien. Et moi, je trouve qu'on a évolué dans l'opinion publique. Ça, avant, on n'en parlait pas, ou en tout cas, on était beaucoup moqués. Je me rappelle que quand, au début, quand on regardait les commentaires sur les assassinats, c'est un de plus, oh, bien fait, les parents ont profité d'écran plasma, tant mieux pour eux, enfin, tant mieux pour nous, quoi. En gros, c'était ça, en fait. Vraiment, l'opinion publique dans les médias, c'était c'était violent. C'était violent. Et même nous, en fait, on pensait la même chose. Même nous, on se disait, bah ouais, il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Et heureusement que au contact des parents, au contact des familles, on a compris en fait que c'était, il ne fallait pas qu'on rentre dans ce jeu-là. Il ne fallait pas qu'on les laisse vouloir nous imposer cette classification-là. Je trouve que le combat qu'on a porté au sein du collectif, c'était de dire vous n'avez pas le droit de vouloir opérer une classification des victimes. On est en France, on est dans un état de droit, on a perdu un être cher d'une manière totalement anormale, quoi. Et peu importe les mobiles qui ont suivi cet assassinat, on est dans un crime qui doit être sanctionné par l'État et on doit être considéré comme des victimes. En tout cas, nous, notre combat, c'est celui-là. Il n'est pas terminé. Il va falloir continuer longtemps. C'est compliqué parce que je porte ce fardeau-là aussi. Non seulement je suis avocate, je n'ai pas de réponse pénale et autour de moi, je me dis ma famille, elle ne comprend pas que je suis comme un citoyen lambda et que j'ai pas la force, j'ai pas le super pouvoir parce que je suis avocate de faire avancer mon dossier non plus, quoi. Et c'est vrai que m'entendre dire par maman mais t'es avocate et t'arrives pas à faire avancer le dossier de ton frère, c'est pas possible. Je me dis non, ouais, j'arrive pas et je suis avocate. Alors imagine pour les autres, quoi. J'ai le sentiment que si j'arrêtais de lutter avec le collectif, j'abandonnerais Zahir. J'abandonnerais la promesse que je lui ai faite sur sa tombe. Et parfois, je me dis que même si j'obtiens une réponse pénale, je n'ai pas le droit d'abandonner les autres familles. Tu ne peux pas abandonner les autres après. Ouais. Je crois de continuer. Enfin, honnêtement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter à part la mort. Je crois que c'est un combat à vie maintenant qu'on a pris. Ça y est. Hein. Il y a toujours de l'espoir. Moi, je dis qu'il y a des dossiers qui ont été élucidés 20 ans, 30 ans après. Là, il y a les progrès de la médecine, Thank you.